Wow! Attendez une minute. Cloner des dinosaures à partir de moustiques fossilisés? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner en vrai? On va voir ça ensemble dans ce premier épisode de Biociné. Bon, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de faire une présentation de Jurassic Park, mais dans le doute, au retour dans les années 90. Réalisé par Steven Spielberg, qui avait pas du tout le temps de niaiser après avoir pondu Indiana Jones 3 et Hook, Jurassic Park raconte l'histoire d'une île, au milieu du Pacifique, où un milliardaire excentrique a cloné des dinosaures pour créer un parc d'attractions. Et spoiler alerte, ça tourne mal. Le film est une révolution technique avec ses dinosaures en images de synthèse réalisées par ILM. Pour rappel, dans les années 90, les effets numériques, ça a cette tête-là. Donc il a vraiment fallu se sortir les doigts pour faire des dinosaures. Ça leur a valu un petit Oscar pour les féliciter de leur boulot. Depuis, on a eu 5 suites de qualité variable avec une 6ème qui sortira en été 2025 et pour laquelle j'ai grand espoir. Mais avant d'être un film, Jurassic Park est un livre écrit par Michael Crichton. Et Michael, avant d'être un scénariste réputé à Hollywood, c'est avant tout un scientifique avec un doctorat de Harvard. La science est au cœur de la plupart des ouvrages de Michael. On peut donc se poser la question de savoir si oui ou non, le mec a bien fait son boulot et si c'est réaliste de cloner des dinosaures comme ça. Dans le film, les scientifiques clonent des dinosaures en récupérant de l'ADN à partir de moustiques fossilisés dans de l'ambre. Ils comblent les séquences manquantes avec de l'ADN de grenouilles et hop, ils ont créé des raptors. Et bah dans la réalité, c'est un chouïa plus compliqué que ça. Et pour comprendre le problème du clonage des dinosaures, il faut d'abord plonger dans le monde microscopique de l'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, c'est la molécule qui contient toutes les instructions génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement des êtres vivants. Pensez-y comme un code qui forme le manuel d'instruction de la vie. L'ADN, en théorie, vous savez quelle tête ça a. 2 brins formant une double hélice, un peu comme une échelle enroulée sur elle-même. Les montants de cette échelle sont constitués de molécules de sucre appelées le désoxyribose, le D dans ADN. Tandis que les barreaux sont formés de paires de molécules qu'on appelle des bases. Je connais. Cytosine, guanine, adénine et thymine, les mêmes qu'on retrouve dans tout ce qui vit. L'ordre de ces bases forme le code génétique qui est unique à chaque individu. Mais l'ADN c'est fragile. Après la mort d'un organisme, ça se dégrade très très vite. Les enzymes digestives, les micro-organismes, l'humidité, la chaleur, les radiations, tout contribue à briser les liaisons chimiques qui maintiennent les brins d'ADN ensemble. C'est un peu comme si vous laissiez votre manuel d'instruction de la vie au soleil et sous la pluie pendant des années. Les pages vont s'abîmer, l'encre va s'effacer, et le texte va progressivement devenir illisible. Des études ont démontré que l'ADN a une demi-vie d'environ 521 ans dans les ossements. Cela signifie qu'au bout de 521 ans, la moitié des liaisons phosphodiester qui maintiennent les nucléotides ensemble sont rompues, et donc le livre devient progressivement de plus en plus illisible. Et comme les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années, vous comprenez le problème. Même dans les conditions les plus optimales, l'ADN de dinosaures est complètement dégradé depuis des dizaines de millions d'années. On n'a donc aucun moyen de récupérer un génome complet, ou même partiel, pour envisager un clonage. Mais notre bon Michael Crichton, il y avait pensé à la dégradation de l'ADN. Et il a proposé une solution géniale pour contourner le souci. Récupérer le sang de dinosaures à partir de moustiques piégés dans l'ambre. L'ambre, c'est une résine fossilisée avec laquelle on peut faire des cannes très stylées, et qui peut effectivement conserver des organismes pendant des millions d'années. On a retrouvé des insectes, des plantes et même des plumes de dinosaures emprisonnées dans l'ambre. Mais il y a un hic. Avec le temps, il y a des fissures microscopiques qui apparaissent, permettant à l'eau, à l'oxygène et aux micro-organismes de s'infiltrer, ce qui va favoriser la dégradation de l'ADN. Du coup, même si par chance on arrivait à trouver un moustique fossilisé qui contiendrait des traces de sang de dinosaures, l'ADN qu'il renferme serait tellement fragmenté et contaminé qu'il serait inutilisable. Des scientifiques ont tenté d'extraire de l'ADN à partir d'insectes fossilisés dans l'ambre, mais sans succès. En 2013, une étude publiée dans PLOS ONE a montré que l'ADN ne se conserve pas dans l'ambre sur de longues périodes. Les échantillons testés ne contenaient aucun ADN viable, même pour des spécimens âgés de seulement quelques milliers d'années. Bon, l'ambre pour conserver l'ADN, ça marche pas. Mais vous allez me dire, Julien, dans le film, leur ADN il est abîmé aussi. Mais c'est pas un problème car ils comblent les trous avec de l'ADN de grenouille. Vous êtes bien rigolo, mais on n'utilise pas de l'ADN comme du mastic pour colmater des parpaings. Déjà, d'un point de vue scientifique, mélanger l'ADN de 2 espèces aussi éloignées, c'est hautement improbable. C'est un peu comme essayer de compléter un puzzle représentant un paysage en utilisant des pièces d'un puzzle représentant un chat. Les pièces ne s'assemblent pas et ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Les séquences génétiques sont spécifiques à chaque espèce et les gènes interagissent de manière complexe pour assurer le développement et le fonctionnement de l'organisme. Insérer de l'ADN de grenouille dans un génome de dinosaure hypothétique créerait un chaos génétique avec des incompatibilités insurmontables. Donc le clonage on oublie? Pas tout à fait. Le clonage existe dans la réalité, mais c'est assez différent de ce que tu peux voir dans Jurassic Park. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Dolly la brebis. C'est le tout premier mammifère cloné au monde.
Elle a été clonée en 1996 et elle est donc une copie identique de sa mère donneuse. La technique elle est relativement simple, donc petite recette de cuisine. Vous prenez une cellule de l'animal que vous voulez cloner. Dans le cas de Dolly, c'était un petit bout de glande mammaire. Petit aparté, le nom de Dolly provient de Dolly Parton, car le scientifique qui l'a cloné, Sir Ian Wilmot, considérait qu'on ne pouvait pas imaginer de glande mammaire plus impressionnante que celle de Dolly Parton. Récupérez le noyau de cette cellule, qui du coup contient tout l'ADN de votre animal, puis insérez ce noyau dans un ovule duquel vous aurez préalablement retiré le noyau. Implantez votre embryon dans l'utérus d'une mère porteuse et tada! Quelques mois plus tard, vous avez un petit clone. Bon, déjà là, ça coince. On en a déjà discuté, mais admettons qu'on arrive à en obtenir un. Ensuite, il nous faudrait avoir un ovule compatible. Donc il nous faudrait un ovule d'une espèce très proche génétiquement du dinosaure qu'on souhaite cloner. A priori, ça, on n'en trouve pas non plus à tous les coins de rue. Mais admettons, par magie, on en trouve un. Ensuite, il nous faudrait trouver une mère porteuse adaptée. L'embryon, il doit être implanté dans l'utérus d'une femelle capable de mener la gestation à terme. Il faudrait donc trouver une espèce cousine. Et même si je trouve ça très marrant d'imaginer un poulet enceint d'un T-Rex, je suis pas convaincu par la viabilité du projet. Alors, est-ce qu'il faut abandonner? Pas tout à fait. Les scientifiques explorent d'autres voies pour ressusciter des espèces éteintes, mais uniquement celles qui ont disparu récemment. Le mammouth est un bon exemple. Disparu il y a environ 4000 ans, son ADN est mieux conservé, notamment grâce au permafrost sibérien. On retrouve régulièrement des mammouths congelés en relativement bon état. Des équipes de chercheurs comme celle du professeur George Church à Harvard travaillent sur l'intégration de gènes de mammouth dans le génome de l'éléphant d'Asie. Leur objectif est de créer un hybride éléphant-mammouth capable de survivre dans les environnements froids et ainsi aider à la restauration des écosystèmes de la toundra. Car a priori, avoir des mammouths, c'est bon pour contrer les effets du réchauffement climatique. Le truc, c'est que même si ce projet aboutit, on ne parlera pas d'un véritable mammouth, mais plutôt d'un éléphant poilu, quoi. Certains scientifiques ont proposé une approche différente. Réactiver des gènes ancestraux présents chez les descendants actuels des dinosaures, c'est-à-dire les oiseaux. Le paléontologue Jack Horner, qui a inspiré le personnage du Dr Alan Grant dans Jurassic Park, travaille sur le concept du Chickenosaurus. L'idée, c'est de modifier génétiquement des embryons de poulets pour leur faire exprimer des traits ancestraux comme des dents, une longue queue osseuse ou des griffes sur les ailes. En 2015, une équipe a réussi à induire la croissance de dents chez des embryons de poulets en manipulant des gènes spécifiques. L'expression « quand les poules auront des dents » est en sueur. D'autres expériences ont permis de modifier la morphologie du bec ou de la queue. Bon, ça reste encore des modifications très limitées. On est très loin de recréer un dinosaure complet. En plus, ces manipulations soulèvent des questions éthiques importantes sur le bien-être animal et les conséquences imprévues de telles modifications. Car oui, au-delà des obstacles techniques, le clonage d'espèces éteintes pose des problèmes éthiques majeurs. Si nous pouvions cloner des dinosaures, devrait-on le faire? Quelles seraient les conséquences pour l'écosystème actuel? Et comment garantir le bien-être de ces animaux dans un environnement qui n'est plus le leur? Dans le concept, je suis super chaud d'aller me balader dans les champs de brachiosaures, mais j'ai l'impression que Jurassic Park et Jurassic World montrent bien que les dinosaures c'est pas des jouets, et on ne pourrait pas les contrôler si facilement. Alors est-ce qu'on peut vraiment cloner des dinosaures comme dans Jurassic Park? La réponse c'est non. Du moins pas avec les connaissances et les technologies actuelles. Maintenant on peut croiser les doigts, si la science fait un immense bond en avant, on aura peut-être des vélociraptors de compagnie un jour. En attendant, Jurassic Park a beau ne pas être parfait sur la science présentée, le film a le mérite de présenter des super concepts et de très bien les expliquer. Ce film est une des raisons importantes qui m'ont poussé à étudier la biologie. Comme on va le voir ensemble en étudiant les autres films de cette série, le cinéma doit jouer sur cet équilibre entre exactitude et divertissement. Et sur ce sujet, Jurassic Park est un bon élève, en plus d'être un excellent film. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la science derrière Jurassic Park. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à Biociné pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Alors suivez-nous pour des futures aventures scientifiques et cinématographiques.